La pièce était presque noire, seulement traversée par une fine ligne de lumière qui glissait entre les rideaux. Une poussière lente tournoyait dans l'air, comme si même le temps retenait son souffle. Charles Berling, à 73 ans, s'assit dans ce fauteuil qu'il aimait depuis des décennies. Le cuir craqua légèrement, un son discret, fragile, presque humain. Il posa ses mains sur ses genoux, resta immobile un moment, puis leva les yeux comme si quelqu'un l'appelait par son prénom. Depuis longtemps, il fuyait cette question, celle que les journalistes posaient du bout des lèvres, celle que le public murmurait encore lors des avant-premières. Pourquoi n'avait-il jamais refait sa vie? Pourquoi n'avait-il jamais pu aimer une autre femme? C'était une interrogation que personne n'osait formuler trop directement, car autour de lui flottait toujours un voile de pudeur, une frontière invisible qu'on ne franchissait pas. Ce soir-là, pourtant, il était prêt. Son souffle était calme, sa voix presque éteinte. Je crois que je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. La phrase tomba dans la pièce comme un poids ancien que l'on dépose enfin. Aucun tremblement, aucune hésitation. Juste une vérité qui avait attendu trop longtemps. Il ferma brièvement les yeux et son visage, creusé mais doux, se détendit comme si cette confession avait desserré une chaîne. Autour de lui, les murs semblaient garder la mémoire. Une photographie en noir et blanc, posée sur une table basse, reflétait un visage féminin à demi effacé. À côté, un vieux billet de théâtre jauni rappelait une soirée qui avait tout changé. C'était dans ce théâtre-là, sous les projecteurs brûlants et le silence suspendu d'un public immobile, qu'il avait rencontré celle qui allait devenir la grande histoire de sa vie. On aurait pu croire qu'il exagérait, qu'avec l'âge viennent la nostalgie, l'embellissement, les illusions tendres. Mais non. Sa voix, à cet instant, portait la gravité tranquille de ceux qui ne cherchent plus à plaire ni à paraître. J'avais 24 ans, dit-il, et tout ce que j'ai vécu depuis n'a été qu'une manière de marcher autour d'elle. Une phrase longue, presque un soupir. Un aveu sans drame, mais avec ce poids silencieux que les amours impossibles laissent derrière elles. Il effleura la photo du bout des doigts, un geste lent, presque religieux. On aurait dit qu'il touchait une présence encore vivante, une ombre fidèle restée près de lui malgré le temps, malgré les années de silence. Puis il se redressa légèrement. Je ne l'ai jamais oubliée, et d'une certaine façon je crois qu'elle ne m'a jamais vraiment quitté. Et c'est à cet instant précis que tout bascula, sans qu'il ne le sache encore. Sur la table, juste à côté de la photo, une lettre pliée attendait. Une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Une lettre qui allait révéler le reste. Il y a des débuts qui ressemblent à des matins de printemps, encore froids mais pleins de lumière. Pour Charles Berling, tout avait commencé dans une petite ville du Var, entre les façades pâles et les odeurs salines qui venaient de la mer. À 24 ans, il n'avait encore rien compris au succès, rien aux applaudissements, rien à cette idée étrange d'être un jour connu. Il savait seulement qu'il voulait jouer, dire des mots plus grands que lui, respirer sur scène comme on respire pour la première fois. C'est dans un théâtre municipal presque délabré qu'il la rencontra. Elle répétait seule, sous la lumière tiède d'un projecteur vacillant. Elle lisait un texte classique, mais sa voix, déjà, semblait écrire un monde à part. Elle tenait le script d'une main, l'autre dessinait dans l'air des gestes minuscules qui donnaient à chaque phrase une fragilité nouvelle. Charles entra sans bruit, et pourtant elle leva les yeux, comme si elle avait senti sa présence avant même qu'il n'apparaisse. Elle s'appelait Éléonore, un prénom doux, un prénom ancien, un prénom qui semblait s'accorder naturellement au théâtre poussiéreux et aux rues de province où l'on rêve davantage qu'on ne vit. Elle avait ce regard qui trouble sans le vouloir, ce mélange de force et de vulnérabilité qui attire les âmes encore en construction. Pour Charles, ce fut immédiat, une sorte de clarté brutale, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre dans sa poitrine. Les jours suivants, il observa chaque détail d'elle, la façon dont elle attachait ses cheveux avec un ruban bleu, la manière dont elle respirait profondément avant de dire une réplique, comme si chaque mot méritait d'être vécu avant d'être prononcé. Il apprit qu'elle venait de Paris, qu'elle avait fui une vie trop lourde, trop encadrée, qu'elle cherchait ici un silence, un refuge, un recommencement.
Ils répétèrent ensemble, parfois tard dans la nuit, dans cette salle vide où le parquet craquait sous leurs pas. Il y avait une chaleur lente, une montée timide, quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Les chaises vides autour d'eux semblaient les écouter. La ville, de l'extérieur, devenait un simple décor. Et chaque soir, lorsqu'ils sortaient du théâtre, la rue étroite et tranquille semblait les envelopper dans une ombre bienveillante. Il y eut un soir particulier, un soir où rien de remarquable ne se produisit, et pourtant tout changea. Ils étaient assis sur le rebord d'une fenêtre haute, les jambes pendant dans le vide, à écouter les cloches lointaines. Éléonore parlait doucement, presque pour elle-même, de ses peurs, de ses doutes, de cette impression constante de n'être jamais à la bonne place. Charles ne dit presque rien. Il se contenta de l'écouter, et dans ce silence partagé, il comprit que l'amour, le vrai, n'était pas un feu brusque mais une lueur qui s'installe, discrète, patiente. Ce soir-là, elle ne savait pas encore que ce silence deviendrait son refuge. Et lui, il ne savait pas que ce regard, furtif et fragile, deviendrait la blessure la plus douce et la plus durable de sa vie. À la fin de cette saison, un premier éclat de douleur apparut. Une audition qu'elle réussit trop bien, un départ qu'elle n'avait pas prévu, un train matinal qui l'accompagna jusqu'au quai. Elle lui laissa un sourire, un geste de la main, puis disparut dans le bruit du moteur. Il resta planté là, immobile, le billet de spectacle qu'elle lui avait offert serré dans la paume. Et c'est ce billet, jauni aujourd'hui, qui repose encore sur sa table, comme la trace originelle d'un amour qu'il n'a jamais pu effacer. Les années suivantes eurent le goût d'un vertige lent. Après le départ d'Éléonore, quelque chose s'était déplacé en lui. Une sorte de vide souterrain, une chambre secrète où sa voix résonnait différemment. Il travailla davantage, presque fébrilement, comme si chaque rôle pouvait combler l'absence qu'elle avait laissée. Et peu à peu, les portes s'ouvrirent. Les scènes devinrent plus grandes, les projecteurs plus blancs, les coulisses plus vastes. On commença à reconnaître son nom, d'abord timidement, puis avec une ferveur qui l'étonnait chaque fois. La célébrité est un bruit constant et insidieux, un bruit qui flatte et qui éloigne. Dans les premiers temps, Charles s'y abandonna presque sans s'en rendre compte. Les interviews se succédaient, les soirées mondaines aussi, étourdissantes, pleines de rires trop forts et d'éclats de verre. Il apprit à sourire quand il le fallait, à répondre sans trop dire, à devenir cette figure qu'on attendait de lui. Pourtant, à mesure que son visage apparaissait plus souvent dans les journaux, son cœur lui semblait de plus en plus absent. Parfois, dans un couloir vide juste avant d'entrer en scène, il croyait entendre sa voix, celle d'Éléonore, lointaine, fragile, comme un souvenir qui insiste. Il se retournait alors, mais il n'y avait que le silence et l'odeur du bois ancien. Ce décalage entre le tumulte de la gloire et le calme oppressant de ces instants solitaires devint son quotidien. On l'applaudissait par milliers, mais personne ne l'attendait vraiment. Il y eut pourtant une présence dans ces années-là. Une partenaire de scène, une comédienne lumineuse avec qui il partagea plusieurs pièces importantes. Elle s'appelait Marianne. Ils formaient un duo apprécié, presque mythique. Leur complicité sur scène donnait au public l'impression d'une histoire parallèle, d'un lien plus profond que la simple technique. Et parfois, il le savait, Marianne éprouvait plus qu'une admiration professionnelle. Mais lui, malgré ses efforts, ne pouvait pas s'y abandonner. Chaque fois qu'elle s'approchait trop de son cœur, un souvenir se levait comme une barrière, comme une ombre fidèle. Il lui arriva un soir d'en éprouver une immense fatigue. La salle était comble, le rideau prêt à s'ouvrir, le public frémissant. Il entendait le bruissement des programmes, les murmures impatients, la respiration dense de la foule. Et pourtant, il se sentit terriblement seul. Dans le bruit de la gloire, il commença à ne plus s'entendre. La pièce fut un triomphe. On le félicita, on l'entoura, on lui parla longuement sans qu'il n'écoute vraiment. Plus tard, dans la loge désormais vide, il s'assit devant le miroir éclairé de petites ampoules jaunes. Les traces de maquillage autour de ses yeux ressemblaient à des ombres vieilles de plusieurs décennies. Il ôta lentement son costume, puis demeura là, torse nu,
immobile, comme si l'air même lui résistait. Il réalisa alors que la montée vers la gloire avait créé une distance irréversible entre lui et les autres, entre lui et lui-même. Il y avait, au centre de tout cela, une absence qui ne se laissait jamais recouvrir. Ce manque silencieux, obstiné, tenait plus de place que tous les succès accumulés. Un soir d'hiver, après une représentation particulièrement intense, il rentra chez lui à pied. Paris brillait autour de lui, vibrante, bruyante, vivante. Mais plus il avançait, plus les lumières s'éteignaient en lui. Dans le reflet d'une vitrine, il aperçut son propre regard. Il eut l'impression de croiser un homme fatigué, séparé de sa propre histoire. Et dans ce reflet fragile, il comprit que quelque chose devait tôt ou tard refaire surface. Ce soir-là, il ne savait pas encore que ce retour du passé prendrait le visage d'un amour qui n'avait jamais cessé de battre dans l'ombre. Il fallut plusieurs années avant que leurs chemins se croisent à nouveau. C'était un après-midi de printemps, de ceux où Paris semble respirer plus lentement. Charles sortait d'une lecture de scénario lorsqu'il aperçut, à travers la vitre d'un petit café du quartier latin, une silhouette qu'il reconnut avant même de distinguer son visage. Le temps ne l'avait pas préparé à cette rencontre. Son cœur eut un sursaut discret, presque douloureux, comme si une porte longtemps close venait de s'entr'ouvrir. Éléonore était là, assise près d'une fenêtre, un carnet sur les genoux, ses cheveux ramenés en chignon lâche, quelques mèches rebelles éclairant ses tempes. Elle leva les yeux au moment exact où il passa. Le monde sembla s'arrêter, retenir sa respiration, détourner son bruit pour laisser la place à ce silence vibrant que seules les retrouvailles authentiques savent créer. Il entra. Elle sourit, un sourire lent, doux, chargé de souvenirs qu'il n'avait jamais évoqués, et pourtant si présents. Ils parlèrent longtemps, sans urgence. La lumière du jour glissait sur leurs mains, révélant les lignes qui n'existaient pas autrefois. Éléonore avait vécu, souffert un peu, aimé à moitié, quitté des rôles, retrouvé d'autres. Son rire était resté le même, cette musique fragile qui semblait toujours hésiter entre la joie et la mélancolie. Charles l'écoutait, absorbant chaque geste, chaque mot, comme pour rattraper une absence trop longue. Les jours suivants devinrent une succession de retrouvailles silencieuses. Ils se promenaient dans les rues étroites du vieux Paris, partageaient des repas simples, racontaient leur vie sans jamais aborder l'essentiel. Il y avait entre eux une retenue douce, une pudeur qui ressemblait à une promesse. Parfois, leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde, autour, semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Un soir, ils assistèrent ensemble à une pièce de théâtre. Charles se souvenait encore du parfum délicat d'Éléonore, de la chaleur légère de son épaule contre la sienne. Lorsque la lumière s'éteignit dans la salle, il sentit son souffle tout près, calme, presque résigné. Dans cette obscurité, il comprit qu'elle était plus qu'un souvenir, plus qu'une nostalgie plaisante. Elle était l'axe secret autour duquel sa vie avait tourné. Pourtant, la réalité finit toujours par rattraper les histoires trop belles. Éléonore lui annonça un matin qu'elle devait repartir, qu'un engagement pris de longue date l'attendait à Lyon. Elle ne voulait pas renoncer à ce projet. Elle ne voulait pas, disait-elle, se perdre de nouveau dans quelqu'un d'autre. Charles entendit la phrase comme une lame douce. Il hocha simplement la tête, sans protester. La liberté qu'il admirait chez elle était la même qui la ramenait toujours loin de lui. Ils se retrouvèrent une dernière fois sur un pont, surplombant la Seine. Le vent était frais, chargé d'odeurs d'eau et de pierre. Ils ne dirent presque rien. C'était un de ces moments où les mots seraient trop lourds, trop maladroits. Éléonore posa une main sur la joue de Charles, un geste lent, infiniment tendre. Elle murmura seulement « Ce que nous avons suffit », même si ce n'est pas assez pour la vie. Il aurait voulu répondre, retenir sa main, capturer cet instant. Mais il resta immobile, conscient que l'amour véritable ne se garde pas par la force. Elle s'éloigna, silhouette solitaire dans la lumière du soir, et il resta là longtemps, observant les reflets de la ville danser sur l'eau. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie.
Lorsque Charles rentra ce soir-là, tout lui sembla étranger. Les murs, les meubles, même son propre reflet. Il comprit que ce qu'il avait retrouvé n'était pas seulement une femme, mais la version de lui-même qu'il avait perdue en la laissant partir la première fois. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ces retrouvailles, fragiles et incomplètes, allaient devenir la vérité qu'il garderait en lui pendant des décennies, la vérité qu'il finirait par confesser au monde entier. Les années avaient passé comme des saisons silencieuses. Charles poursuivait sa carrière avec ses triomphes, ses blessures, ses doutes. Mais au cœur de cette longue traversée, Éléonore demeurait là, non pas comme une obsession, mais comme une note persistante, une tonalité fondamentale au fond de chacune de ses émotions. Il ne parlait jamais d'elle, ni dans les émissions, ni dans les interviews, ni même avec ses proches. C'était un territoire intime, presque sacré, qu'il protégeait comme on protège une flamme fragile dans un couloir trop venteux. Un soir d'automne, alors qu'il tournait un film dans une vieille demeure normande, quelque chose se fissura en lui. Ce rôle, un homme vieillissant, hanté par un amour perdu, ressemblait trop à sa propre vérité. Il y avait dans le scénario une scène où le personnage devait lire une lettre écrite 30 ans auparavant. Au moment de répéter, Charles resta immobile, la feuille tremblant faiblement entre ses doigts. Le réalisateur s'approcha, inquiet, mais il fit un signe discret, comme pour dire « Laissez-moi encore un instant ». Car ce qu'il tenait dans les mains n'était pas simplement un accessoire de cinéma. Cette lettre ressemblait presque mot pour mot à celle qu'il avait écrite autrefois à Éléonore, une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Un texte resté plié dans un tiroir, jauni par le temps, oublié volontairement pour ne pas rouvrir une blessure qu'il croyait fermée. Cette nuit-là, après le tournage, il rentra dans sa chambre d'hôtel, alluma une lampe faible et sortit sa propre lettre, celle qu'il gardait depuis si longtemps. L'écriture avait pâli, les mots semblaient appartenir à un autre homme. « Si tu savais comme ton absence respire encore en moi », lisait-on. Et un peu plus bas, « Je ne te demande rien. Je te garde simplement là où personne ne peut te bousculer. » Il resta longtemps à la lire, puis la replia soigneusement, comme si le papier pouvait encore se briser. La vérité était là, nue, irrécusable. Il n'avait jamais pu aimer une autre femme, non par fidélité forcée, mais parce que cet amour, même interrompu, avait façonné tout ce qu'il était devenu. Quelques semaines plus tard, lors d'une interview pour la promotion du film, la question surgit presque par hasard. La journaliste, émue par la fragilité du personnage qu'il incarnait, lui demanda doucement « Avez-vous, vous aussi, connu un amour que le temps n'a jamais pu effacer ?» Charles eut un léger sourire, celui qu'on esquisse quand une vérité ancienne frappe à la porte. Il baissa légèrement la tête, inspira profondément, et lorsque son regard remonta vers la caméra, quelque chose en lui semblait s'être posé, apaisé. « Oui, » dit-il simplement. La journaliste sembla attendre la suite, mais il resta silencieux quelques secondes, comme pour peser chaque mot. Puis, d'une voix plus basse, « Il y a très longtemps, j'ai aimé une femme. Je crois que je ne l'ai jamais vraiment quittée. » Le plateau devint soudain immobile, comme suspendu. On aurait pu entendre le souffle des projecteurs. Il poursuivit, sans emphase, sans chercher à embellir quoi que ce soit. « Je n'ai pas pu aimer quelqu'un d'autre comme je l'aimais elle. Non pas par choix, mais parce que cet amour m'a bâti. Il a décidé pour moi. » Il n'entra pas dans les détails. Il ne révéla ni son prénom ni leur histoire. Mais ce soir-là, quelque chose se dénoua en lui, une tension longtemps contenue, un poids qu'il portait en silence depuis des décennies. Il avait parlé d'elle au monde, pas pour la récupérer, pas pour se plaindre, pas pour se glorifier, mais pour dire la vérité, enfin, comme une blessure que l'on accepte de montrer sous la lumière. Après l'émission dans la loge silencieuse, il s'assit devant le miroir, regarda son reflet et murmura à mi-voix, presque comme un aveu tardif. « Oui, elle a été l'amour de ma vie, et je crois qu'elle le savait. » À cet instant précis, quelque chose se mit à respirer différemment autour de lui. Peut-être était-ce la paix. Peut-être était-ce simplement le fait d'avoir enfin donné un nom à son destin. Et pourtant,
Il ne savait pas que cette confession allait ramener une dernière question, celle qui, depuis toujours, attendait dans l'ombre. Les années suivantes s'écoulèrent tout comme une eau calme. Charles avait vieilli sans fracas, avec cette lenteur apaisée de ceux qui ont enfin trouvé un espace intérieur où se reposer. Sa maison, baignée par la lumière douce des fins d'après-midi, ressemblait de plus en plus à un refuge. Dans son salon, une pile de livres, un fauteuil usé, un piano qu'il n'ouvrait presque plus. Tout semblait flotter dans une sérénité fragile. Il ne parlait presque jamais du passé, sauf parfois, lorsqu'une chanson ancienne passait à la radio, lorsqu'une odeur de pluie lui rappelait une époque qu'il croyait endormie. Éléonore n'était plus une douleur, elle était devenue une respiration, une présence discrète glissée dans les interstices de ses jours. Non pas un regret, mais une certitude silencieuse. Certains êtres ne nous quittent jamais vraiment. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement derrière la fenêtre, Charles s'assit au piano. Ses doigts effleurèrent les touches sans presser réellement, comme pour vérifier si la musique pouvait encore surgir. Il joua quelques notes hésitantes, presque tremblées. Le son était imparfait, mais l'émotion, elle, restait intacte. Chaque note semblait toucher un souvenir, une image, une scène trop ancienne pour être décrite, mais assez vive pour être ressentie. Il s'arrêta, ferma les yeux, laissa le silence se déposer autour de lui. Et si aimer, c'était simplement se souvenir, sans rancune, et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions. La nuit avançait doucement. Une lampe chaude éclairait la photo posée sur la table basse, celle dont le visage n'était plus qu'une silhouette floue, comme un secret trop longtemps caressé. Il resta immobile, observant la lumière trembler sur le cadre, comme si le temps lui-même hésitait à poursuivre sa course. Puis il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre et observa la neige tomber en spirale, emportant avec elle les années, les manques, les histoires inachevées. L'air froid glissa contre la vitre, et dans ce frisson léger, il eut la sensation étrange qu'Éléonore se tenait encore quelque part, à la frontière de ses souvenirs. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore.